Mais oui, mais oui. Bonjour. Alors là, vous avez un micro. Voilà. Et puis évidemment, merci d'avoir accepté l'invitation du Champs-Élysées Film Festival. Je sais que samedi, le public a découvert ou redécouvert Rue Casse-Nègre. Aujourd'hui, vous avez découvert ou redécouvert Une saison blanche et sèche. Et je sais qu'à chaque fois, vous êtes resté dans la salle. Et je me demandais, comme ces films ont certains entre 20 et 35 ans, finalement l'émotion qui prédominait en vous lorsque vous étiez là pendant ce festival et que on redécouvrait ou découvrait votre travail. Ben, c'est différent. C'est différent parce que quand le film est sorti, bon, on l'a tellement vu, on a passé tellement de temps au montage, on le connaît par cœur, et on le présente et puis on n'a qu'une seule hâte, c'est de quitter la salle, livrer son film, son bébé au spectateur. Et puis, bon, on ne le voit plus pendant un certain temps. Et puis là, j'avais envie de revoir Rue Casse-Nègre avec le public, j'avais envie de revoir celui-là. Je dis, bon, je m'en vais, mais au fond, je reste au fond de la salle. Et c'est vrai que c'est différent. Je me surprends moi-même à pleurer. Très ému. Vous avez comme vraiment... un simple spectateur, oui. Vous avez vraiment pleuré en regardant? Ben, écoutez, déjà hier, avec Rue Casse-Nègre, j'ai eu un moment d'émotion quand je parle au public, surtout à la fin du film. La grand-mère, quand le gamin lui lave les pieds, c'est un moment, c'est vrai que ça a amené plein de choses. Bon, j'ai craqué un petit peu. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Et d'ailleurs, votre premier film, si je puis dire, vous aviez 17 ans. Vous l'avez écrit, produit, réalisé. Vous avez même joué dedans. S'appelait, et je trouve que c'est un titre assez prophétique finalement, The Messenger, un messagère. Et je trouve que tout votre cinéma finalement est un message en soi. Pour vous, le cinéma est-il forcément porté à être un message social, politique, humain avant tout? Mais écoutez, je dirais que ça dépend. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Pour moi, oui. Je veux dire que chaque réalisateur, enfin, il n'y a pas deux réalisateurs qui sont réalisateurs pour les mêmes raisons, je dirais. En tout cas, moi, quand j'ai eu 10 ans, j'ai dit, voilà, je veux faire du cinéma. Et ce désir est né d'une grande colère de voir comment, parce que combien nous étions absents sur les écrans, et les quelques fois, rares fois où on était présents, c'était dans des rôles tellement dégradants. Hein, donc, je ne comprenais pas. Je me disais, nous sommes beaux, intelligents, capables et tout. Pourquoi on est comme ça? Voilà. Donc, pour moi, le cinéma, ça sert à éduquer, ça sert à distraire, certainement. Mais distraire, mais en éduquant, en informant, en donnant aux gens envie et les amener à rêver aussi. En 2005, vous réalisiez un film justement qui s'appelle Parcours de dissident, porté d'ailleurs par la voix de Gérard Depardieu. Et je trouve que tout votre parcours à vous de cinéaste est quelque part un parcours de révolté, de dissident, si je puis dire, parce que la révolte, qu'elle soit morale, qu'elle soit physique, est vraiment présente dans votre œuvre. Et j'aimerais, pour en parler, juste un moment, qu'on projette un extrait d'un film que vous avez choisi et dont nous allons parler, qui justement illustre le thème de la révolte, de ce que vous appeliez dans votre réponse la colère. Alors, sans plus attendre, un extrait de The Killing Yard. Quand on voit ces images, et ça s'est vraiment passé comme cela, vous avez une écriture d'une modernité absolue, qui est proche aujourd'hui de ce que l'on voit dans les documentaires. Vous attaquez, si je puis dire, de front un problème immense. Vous vous souvenez de pourquoi avoir choisi ce sujet qui effectivement illustre une partie de votre colère, de votre révolte? Pourquoi avoir choisi ce sujet et surtout projeté à la télévision américaine? Vous imaginez à l'époque, quelle a été la réaction du public américain en découvrant un chapitre de leur propre histoire que probablement beaucoup ignoraient? En fait, ce projet, je ne l'ai pas accouché comme j'ai accouché d'autres projets. Les studios m'ont proposé une série de films comme ils font toujours, et j'en ai rejeté beaucoup.
Et celui-là, effectivement, m'a parlé. Je dis non, ça m'intéresse parce que ça parle effectivement, ce sont des histoires vraies. Donc il faut parler de ça. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est totalement d'actualité aux États-Unis. On a entendu parler de tous ces massacres, la police qui tue tous ces jeunes. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de faire ce film. Parce que c'est une histoire vraie, comme Une saison blanchissette, comme Louis Casnay, etc. Ce qui ne veut pas dire que je ne fais que ça. Voilà. Donc, c'est important. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous parliez des studios, c'est vrai qu'il faut se rappeler, je pense que vous le savez tous, mais que vous avez été non seulement la première femme cinéaste née en Martinique, mais la première réalisatrice noire produite par Hollywood et des studios. Vous avez été la seule femme à convaincre Marlon Brando de sortir de sa retraite pour une saison blanche et sèche que vous venez de voir. Donc bien sûr, pour traiter de l'apartheid, entre autres. Donc bien sûr, parlez-nous de ce tournage, puisque c'est ce film que vous avez vu ou revu aujourd'hui. Comment est-ce qu'on convainc un monstre sacré comme Marlon Brando? Comment se passe un tel tournage? Je me souviens que Coppola disait qu'il avait des exigences monstrueuses sur Apocalypse Now. Donc moi j'ai envie de savoir comment vous avez maté ce monstre sacré, si je puis dire. Mais les choses se sont passées très simplement. La Metro-Goldwyn-Mayer a accepté de produire le film puisque la Warner l'avait développé et abandonné parce que Alan Parker sortait son film Cry Freedom. Donc ils ont dit 2 films sur la partie, c'est trop pour Tiwa. Alors là, on a réussi à leur arracher le film et la Metro-Goldwyn-Mayer a accepté de le faire. Alors, et il se trouve que moi, quand on parle de casting, je leur dis, écoutez, pour l'avocat anti-apartheid, j'aimerais vraiment que Brando reprenne du service. Voilà. Et ça, c'est bien comme expression. Et du coup, mais c'est une des raisons pour lesquelles je dis que souvent, quand on se bat pour une cause, pour quelque chose, et qu'on sait qu'on a tout essayé et que ça ne marche pas, bon, il faut laisser aller, passer à autre chose. C'était une très bonne chose que la Warner abandonne ce film. Oui, parce que à la Metro-Goldwyn-Mayer, il y avait donc un vice-président du nom de Jay Cantor. Et quand je dis que je veux Marlon Brando pour ce rôle, il me dit mais Marlon, ben, écoute, c'est simple, je vais l'appeler. Parce que c'était l'agent de Brando quand il a fait son film Sweet Carmen Desire, hein, un train de mes désirs. Donc il dit mais ben, Marlon, c'est mon frère, je l'appelle tout de suite. Vous vous rendez compte que c'est extraordinaire. Il appelle Brando et puis il lui dit voilà, je vais aller très très vite. Il lui dit voilà, bon, ben, il y a une jeune réalisatrice française, on va lui produire son film sur l'apartheid. Elle veut que tu reprennes du service. Alors Marlon lui dit bon, donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Et il ne m'appelle pas pendant 15 jours. Moi je rentre à Paris, je reviens à Los Angeles. Et le jour de mon retour, je pose mes valises. Et le téléphone sonne. Qui est au téléphone? Monsieur Marlon Brando qui me parle en français. Voilà. Français, oui, exceptionnel. Il parle très lentement, mais il parle le français. Voilà. Et il me raconte pendant 45 minutes, il me pose des questions, il rigole, il me demande quand je rêve, si je rêve en noir et blanc, en couleur. Ça, c'est Marlon. Oui, voilà. Et puis c'est moi qui lui dis, bon, mais au fait, ça fait 45 minutes que nous sommes parlé de la raison pour laquelle je vous ai appelé. Et puis je lui ai dit, je lui ai expliqué, voilà ce que je fais ce film et que j'ai besoin de lui. Et qu'il m'a demandé de lui parler un petit peu de moi. Je lui ai dit non, je ne sais pas parler de moi. Par contre, j'ai un film qui vous dira certainement mieux qui je suis. Mon premier film, Rue Gaz-Nègre. Et nous organisons une projection chez Jay Cantor. Marlon vient ce soir-là, c'est la première fois que je le vois physiquement. Il vient à cette projection, il était là tout seul d'ailleurs. Et il était ému, il a eu une petite larme d'ailleurs à la mort de Mantine. Et je lui ai remis le scénario et je lui ai dit voilà, on va retravailler le personnage voilà, d'avocat pour vous, si vous dites oui. Bon, ben, à vous de jouer maintenant. Et il m'a rappelé 3 jours plus tard en me disant I'm doing. Voilà.
Ensuite, on a travaillé ensemble, je suis allé chez lui, on a beaucoup discuté du rôle, etc. Je lui ai donné plein d'informations qu'il n'avait pas. Hein. Ça faisait 3 ans que je travaillais là-dessus. Et puis, on a tourné, ça s'est magnifiquement passé sur le tournage. Hein. Il n'a pas été difficile? Non, sincèrement, je mentirais. Parce que je dis que Brando, c'est un monstre sacré, mais c'est un monstre aussi, ça dépend. Pour quelle raison il fait des films? Alors, lui, quand il fait un film comme celui-là, il dit oui, c'est vrai qu'il n'a embêté personne. Il n'avait pas tourné depuis 10 ans. Il avait le track même. Je l'ai vu, moi. J'étais la seule à le voir. Il nous a fait attendre 1 heure de temps. Tout était prêt, on attendait. Et Brando, il était dans sa loge, je crois. Alors moi, je suis allé 3 fois le voir. Il lui dit, ça va, il dit, ok, dans les gammes, comme il. Donc j'arrive, bon d'accord. Et il ne sortait pas. C'est fou, parce qu'on a du mal à s'imaginer Marlon Brando avoir le trac. Mais c'est vrai, c'est certifié. Parce qu'il a grossi, parce qu'il savait que tout le monde l'attendait. Hein, quand même, c'est un être humain. Je dis, il peut être une icône, mais c'est un être humain avec un cœur et du sang dans les veines comme nous. Hein. Moi, c'est toujours comme ça que je vois les choses, quoi. Et la 4e fois, je dis, oui, ça fait bientôt 1 heure qu'on attend, donc je vais le voir. Et je le trouve à 4 pattes dans les couloirs, avec les techniciens parmi les fils électriques, mais vraiment. Et il discute avec un petit technicien, il dit, ça c'est quoi là, tel fil? Et c'est là que j'ai compris qu'il avait besoin de ça, de parler avec ces gens comme ça, et de se détendre, pour ensuite se présenter sur le plateau. Et là, je lui ai dit, ah, mais dis donc, que fais-tu là? Viens. Et il m'a dit, alors on y va. Il m'a pris par le bras, et nous sommes entrés tous les deux sur le plateau, et c'est comme ça qu'on a commencé notre travail. Est-ce qu'il y a une scène, une journée qui vous a particulièrement marqué pendant ce tournage? Est-ce que c'est la scène du tribunal? Est-ce qu'il y a comme ça des moments qui restent dans votre mémoire de façon très vive? Le tournage en entier ou avec Brando? Avec Brando. Ah, ben oui, la scène où il se prépare, en fait, il challenge le capitaine Stolz avec les photos. Parce que moi, je ne sais pas faire les choses à moitié. Donc les photos qu'il montre dans le film sont des vraies photos de Sud-Africains torturés que Amnesty International m'a procurées. Voilà. Et j'ai donné ces photos à Marlon. Il était tellement heureux. Et ce qu'il a fait, il m'a demandé de lui donner 10 minutes. Et pendant 10 minutes, Brando, il a regardé ces photos, il s'en est imprégné, il a regardé, vraiment, ça a été sa préparation. Et il m'a dit, Amélie. Et ça, c'était quand même assez impressionnant ensuite. Ce film, évidemment, a une carrière extraordinaire. Ah, je n'ai plus le micro, mais ce n'est pas grave. Vous m'entendez? Ah, voilà. C'est vrai que ce film a une carrière extraordinaire. À certains moments, Marlon Brando, je crois, était en désaccord avec vous sur certaines scènes. Mais je sais qu'à la fin, grâce à une lettre que je vous ai demandé de me donner, tout s'est très bien passé, n'est-ce pas? Ça a été un petit moment il y a eu un moment assez difficile parce que c'est au montage. Hein. Voilà, au montage. J'ai coupé un moment un moment qui n'était pas bien. Pas parce qu'il jouait mal, non, c'est parce que c'est la façon dont ça s'est passé. Voilà, donc je ne pouvais pas le montrer comme ça. Et j'ai fait 2 prises et c'était la même chose. Et ma productrice m'a dit, écoute, regarde, il est rouge comme une pivoine là. Si on fait une 4e prise, j'ai peur qu'il fasse un infarctus. Et on n'a plus de film, donc on arrête. Oui. Vaut mieux quand même. Il vaut mieux garder son acteur vivant. Vous avez raison. Alors, donc du coup, au montage, ben voilà, c'était. J'ai donc supprimé ce passage qui était un peu bouffon, je dirais, dans le film. Et ça, curieusement, il aimait ça. C'est fou. Il ne comprenait pas que je débarrasse le film de ça. Et ça, il m'en a beaucoup voulu. Et il a été très très dur avec moi. Mais enfin, en même temps, quand nous avons réglé nos problèmes. Ah oui, c'est très clair. Parce que j'ai demandé à Euzal, c'est vraiment.
elle a accepté pour vous aujourd'hui que je vous lise l'extrait d'une lettre de Marlon Brando. Bon, la lettre fait 3 pages, je ne vais pas vous lire les 3 pages, mais je vais vous lire parce que je trouve ça tellement joli. Marlon Brando écrivant à Joseph Malcy qui lui a offert pour le remercier une très belle statue d'ailleurs. Africaine bien sûr. I want to thank you, dear Zan, for the opportunity to have touched your life and to have been moved by your unwearying belief that, in spite of his ignorance, fears, and hatreds, man cannot ignore his love of beauty, his kindness, and his essential dignity. I believe that deeply. Donc je voudrais vous remercier, chère Rosanne, pour l'occasion que vous m'avez donnée de toucher votre vie et d'avoir été aussi ému par votre croyance sans faille, que malgré l'ignorance, les peurs, les haines qu'il a en lui, l'homme ne peut ignorer son amour de la beauté, sa bonté et sa dignité essentielle. Je crois en cela profondément. C'est quand même, voilà, et la lettre est juste magnifique. Écoutez-moi de faire partager. Merci aux gens d'avoir accepté pour la première fois de partager ce moment avec nous. Merci. Alors, je vais la récupérer. Alors, c'est vrai que dans toute votre œuvre, on a comme ça des thèmes qui sont tels de précieux fils rouges. On a bien sûr le thème de l'éducation, de la justice, des relations intergénérationnelles, et puis bien sûr le rôle de la femme. Et je voulais savoir si le rôle... Quelles sont les femmes, j'imagine votre mère aussi, mais quelles sont les femmes qui autour de vous ont joué un rôle fondamental et qui vous ont inspiré? Écoutez, déjà, oui, c'est ça, ma grand-mère, par exemple, qui m'a éduqué vraiment philosophiquement, etc., et qui me disait de ne jamais laisser qui que ce soit me dérouter justement de mon chemin, de mes rêves. Je veux dire, si on me met je veux faire quelque chose et qu'on me dit non, on me met une barrière comme ça devant, en me disant tu peux pas y aller, de sauter par-dessus la barrière et d'y aller. Never take no for an answer, voilà. C'est ça. Ne jamais accepter non comme réponse. Et puis, et que je peux avoir des doutes, je peux me plaindre, mais j'ai 2 secondes pour me plaindre, mais que la 3e seconde, je dois réagir, je dois trouver la solution, je dois take action. C'était ça. Donc ça, déjà, c'est celle-là. Et puis, il y a eu des grandes femmes, il y a eu Rosa Parks, il y a eu donc Indira Gandhi, il y en a eu, je veux dire comme ça, qui ont des reines aussi africaines qui se battaient, que je n'ai pas connues évidemment cette année. Mais donc, c'est très important. Est-ce que c'est aussi ces voix de femmes? Après tout, je veux dire, vous êtes née... Je sais, mon micro. Vous êtes née sur une île, fort loin de Paris. Vous avez ensuite fait vos études de cinéma. Laissez-moi mon micro, pardonnez-moi, pardonnez-lui. Comment finalement, quand on est si jeune... Comment quand on est si jeune finalement et qu'on est né dans une île, comment finalement décide-t-on, eh bien moi, je serai réalisatrice? Nous voyons beaucoup de films à la Martinique, des films qui venaient principalement des États-Unis. Voilà. Comme les voitures d'ailleurs qui venaient des États-Unis. Beaucoup de bagnoles. Et on a quand même on a eu ce passé colonial. Et puis j'entendais parler mes grands-parents, mes parents, mon père. Je voyais ce qui se passait, les injustices sociales. Il y en a eu beaucoup en Martinique. Voilà. Donc il n'y a pas eu l'apartheid comme en Afrique du Sud, mais il y a eu vraiment il y a eu quand même du racisme, il y a eu de l'esclavage. Et après le racisme, les discriminations, etc. Et moi, je pense que j'étais une gamine assez précoce, je le dis en toute modestie. J'étais tout le temps dans les pattes des adultes et je me faisais souvent chasser. Je ne comprenais pas, très sincèrement. Quand ma mère un jour me met entre les mains au gaz nègre, et parce que je posais tout le temps des questions, j'étais très dissipé, disait-elle, elle pensait me calmer puis se débarrasser de moi. Bon, eh bien,
elle a fait une chose qui a changé, qui a bouleversé ma vie. J'ai lu ce livre, je suis tombée amoureuse du livre et je savais, je voulais faire du cinéma. J'aimais le cinéma. Quand j'allais au cinéma avec mes parents, je disais, je veux faire des films. On pensait que je disais que je voulais être actrice. Je dis non, non, non. Et je posais souvent des questions, mais d'ordre technique. On a tué ce gars, je vois un autre film, je le revois, et je dis, mais comment? Je ne comprends pas, mais comment on l'a tué? La gamine que j'étais posait ce genre de questions. Et mes parents disant, mais non, tu es trop petit. C'était la réponse, c'est trop petit, t'es trop petit. Bon. Et j'avais hâte de grandir. Hâte de grandir, je priais tous les soirs, Seigneur, fais que je grandisse vite. Je ne fais plus ça, mettre, je ne pas sur le Je dis plus ça. Pour pouvoir faire des films, faire du cinéma et parler justement de ces gens que j'aimais, que j'aime et dont personne ne parle. Et qui ne semblait intéresser personne. Et puis j'ai eu la chance de croiser aussi, d'avoir comme père spirituel Aimé Césaire. Voilà. À la Martinique, pas seulement lui, c'est vrai. Pour Rue Casnec, c'était François Truffaut. François Truffaut en arrivant à Paris. Alors, je vais prendre. Merci beaucoup. Oui, voilà. Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu... On parlera bien sûr d'Aimé Césaire, évidemment, mais c'est vrai que Rue Casnec, quand vous avez lu le roman de Joseph Zobel, vous avez été complètement, effectivement, porté par ce roman, mais c'est François Truffaut qui vous a aidé. Ce n'est quand même pas un petit parrain, hein, quand même. C'est extraordinaire, cette rencontre avec Truffaut. Vous avez eu des rencontres extraordinaires, on en reparlera, mais c'est lui qui vous a aussi aidé. Oui, parce que il faisait partie de mes mentors, de mes spiritual mentors. Voilà. Comme lui, Hitchcock, Costa Gavras, Sam Ben Ousmane, ce réalisateur africain, Omar Ouganda aussi, un autre réalisateur africain, Medondo, et Bergman, etc., Billy Wilder, enfin, Fritz Lang également. Et donc, je me disais, en voyant les films de Truffaut à la Martinique, je me disais, mais j'aimerais tellement rencontrer ce réalisateur. Hein, la gamine que j'étais disait cela, la jeune fille. Je ne savais pas qu'un jour, je me retrouverais donc en résidence universitaire et que ma copine de chambre serait la meilleure amie de Laura Truffaut. Et j'étais la seule étudiante dans cette résidence qui faisait des études de cinéma. Et donc tous les week-ends, on se retrouvait dans le beau jardin de la résidence à prendre le thé, à manger des petits gâteaux, et je leur lisais les épisodes de Rue Casnec. Chaque fois que j'écrivais donc de nouvelles scènes, chaque week-end, elles attendaient cela. Et c'est là qu'elle me dit, mais tu sais, Laura Truffaut, tu parles de Truffaut, mais je la connais, c'est mon amie, elle est de ma classe et tout. À l'école normale. Je lui dis, c'est pas vrai. Et c'est comme ça que Laura vient, je fais sa connaissance, et elle m'a vaché le scénario, parce que j'avais très peur de donner mon scénario à Truffaut, parce que je pensais qu'il n'était pas très bien, ou pas encore prêt, et pour être lu par le maître, et puis voilà. Il est devenu mon parrain. Et the rest is history, as we say, hein, César du meilleur premier film. Enfin, ce film a eu 17 récompenses internationales. Hein, ça a été un choc vraiment dans le monde du cinéma et ça a été extraordinaire. Un autre composant de votre cinéma, une autre composante de votre cinéma dont on parle moins, et c'est une question qui est un peu liée à finalement une saison blanche et sèche. Je vais parler de la musique. Je vais parler d'un film assez peu connu ou vu, qui s'appelle Siméon. Kassav, évidemment, a évidemment écrit la musique de ce film. Et vous aviez dit que vous aviez besoin de faire ce film après une saison blanche et sèche. C'est un conte fantastique et musical. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, c'est merveilleux. Où vous avez le fantôme d'un poète musicien, une petite fille, enfin c'est merveilleux. Et vous avez dit de Siméon que c'était, je vous cite, « Siméon est mon testament ». Pourquoi avez-vous dit cela? C'est parce que dans Siméon, je pense avoir tout mis, quoi. Voilà, c'est les Antilles d'autrefois, les Antilles d'hier, les Antilles d'aujourd'hui, les Antilles de demain. Et je dis souvent que si je dis c'est demain, je dis sincèrement que Siméon est mon film testament. Voilà, parce que quand vous voyez Siméon, c'est toute l'histoire de la Caraïbe, c'est notre histoire, c'est un film sur la mémoire aussi, beaucoup, et sur un film chargé d'espoir, un film anti-morosité,
Et puis, c'est les relations, c'est tout ce qui m'intéresse moi dans la vie et les raisons pour lesquelles je fais du cinéma. Il y a des enfants, il y a des gens âgés, voilà, donc il y a des rapports, des échanges comme ça. Et puis, il y a le couple enfant, vieux, voilà. Il y a l'éducation. Voilà. Tout ce qui me touche, moi, humainement, se trouve dans Siméon. Et puis tous les gens que j'ai aimés, tous ceux qui m'ont apporté des choses, pas tous, mais une bonne partie de ces gens, de Césaire, Damas, Juliette Berthaud, plein d'autres, quoi, si vous voulez. Ouais. Tous ces musiciens. Vous venez d'ailleurs de parler d'enfants, et c'est vrai que, certes, vous avez dirigé de grands acteurs, on l'a vu évidemment, Brando et Saint-Valéry, enfin, et puis d'autres, bien sûr. Mais vous avez aussi été une des rares, d'ailleurs, réalisatrices à oser vraiment travailler avec des enfants. Je dis oser parce que c'est un travail très particulier. Et je me souviens d'un autre film qui avait été projeté, d'ailleurs, à la télévision américaine, qui est absolument magnifique. Aux États-Unis, ça s'appelait Ruby Bridges. Ici, ça s'appelait Combat de Bridges, qui montre l'arrivée, enfin, le parcours d'une petite fille noire de 6 ans qui, en 1960, arrive, première fillette noire, dans une école de blancs à la Nouvelle-Orléans. Et comment dirige-t-on, parce que c'est un film merveilleux, de nouveau, si vous ne l'avez pas vu, c'est magnifique d'émotion. Et comment dirige-t-on justement les jeunes acteurs, les non-professionnels, les enfants? Comment les amène-t-on à montrer autant d'émotions devant la caméra? Je vais te dévoiler mon petit secret. Ben oui, on est là pour ça, les secrets. On a eu la lettre de Marlon Brando, on veut les secrets. Non, en fait, déjà, on va dire le casting. Donc il faut aller à la chasse. Aller dans les lip-services quand les parents, le mercredi, c'est le mercredi qui n'ont pas cours, ces gamins, ils vont donc vers les boutiques, dans les magasins, etc., ou dans les lip-services, se les approvisionner. Ben, il faut être à l'affût, il faut chercher, écouter, parler les enfants, regarder, étudier leur comportement. Bon, une fois que j'ai fait mon casting, que j'ai choisi donc, mes enfants, ce que je fais en fait, c'est que dans tous mes contrats, que ce soit ici ou en France ou aux États-Unis, il est stipulé que j'ai 2 semaines de travail avec mes comédiens on location, sur 2 semaines avant le tournage. Donc toujours des répétitions précédant le tournage. C'est-à-dire que pour certains, je les forme, ceux qui ne sont pas formés, parce que je travaille dans tous mes films, il y a des professionnels et des non-professionnels. Donc les non-professionnels, bon, il y a les enfants, et puis il y a ceux qui ne sont pas des professionnels, mais qui je n'ai pas trouvé dans les professionnels ce que je cherche vraiment, et je rencontre mon personnage dans la rue. Donc il faut le former, il faut l'amener au même niveau que le professionnel qui va être en face de lui. Dans une saison blanche et sèche, il y en a. Voilà. Et dans tous mes films, il y en a. Bon. Et là, donc, j'ai ma méthode. Avec les enfants, on va former de nouveaux enfants. Mais les enfants, ils vivent avec moi. Ils vivent avec moi. Je suis un peu leur nounou, quoi. Voilà. Je les coiffe. Les petites filles, je coiffe les gamines. Je les habille. Et je discute avec eux, je rigole, je joue avec eux. Parce que ça me permet d'étudier la psychologie de ces enfants, de savoir à quel moment, et je leur raconte beaucoup d'histoires, mais tout en racontant le film. Ils ne savent pas encore. Mais je raconte de manière à ce qu'ils... Je raconte en même temps, mais je les amène à me poser des questions. Et quand ils me posent des questions, je réponds. Et je pose des questions, ils me répondent. Et ils ne savent pas que la réponse qu'ils me donnent, c'est cette réponse-là, justement, qui est dans le scénario. Donc, quand ils sont sur le plateau avec moi, bien sûr que j'ai raconté l'histoire, j'ai raconté donc, les séquences, et j'essaie de les amener à faire un effort d'être naturel, de ne pas faire un effort de se remémoriser le scénario, non. Et voilà. Alors, il y en a qui sont hyper doués, et qui apprennent très très bien les dialogues, et qui, comme la petite Ruby Bridges, la petite Charles Bonnet, hein, qui est incroyable. Qui joue le rôle de cette gamine de 5 ans. Elle a 5 ans, la petite, hein, qui joue le rôle de Ruby Bridges, et tout ça, c'est en vrai. Et cette môme, eh ben, c'était une éponge, quoi. Elle a une facilité à apprendre, à comprendre, elle a une mémoire d'enfer. Et surtout, je veux que mes enfants aient de très bonnes notes à l'école.
Ah non, non, c'est vrai. Je ne peux pas prendre un enfant qui travaille mal à l'école parce que quand on le sort de l'école, il tourne, ça peut le perturber. Donc s'il est déjà mauvais élève, alors